Ils étaient partout, dans les rayons des librairies, sur les écrans de télé, dans les cours de récré. 3 titres, 3 emblèmes, One Piece, Naruto, Bleach. À leur apogée, le Weekly Shonen Jump, un magazine hebdomadaire japonais qui sérialise les plus grands mangas shonen avant leur sortie en tome relié, paraissait invincible. C'était la forge où se créait chaque nouveau phénomène du manga de baston. Mais cette époque semble lointaine. Naruto s'est terminé en 2014, Bleach en 2016, et si One Piece tient toujours bon, il avance désormais seul. Derrière lui, des titres comme My Hero Academia, Jujutsu Kaisen ou Black Clover tentent de reprendre le flambeau sans vraiment recréer la magie d'hier. Les ventes restent solides, les succès sont bien réels, mais quelque chose est différent. Le paysage éditorial a changé, la concurrence s'est renforcée, et les lecteurs ont évolué, à tel point qu'une question se pose désormais chez beaucoup de fans. Est-ce que le Shonen Jump est en train de perdre sa couronne? Et d'ailleurs, je remercie Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Et c'est ici que j'ai acheté la plupart de mes jeux. Si jamais vous souhaitez des jeux adaptés d'animé, il y a pas mal de jeux Dragon Ball ou encore Naruto. Et si jamais vous souhaitez tester d'autres jeux, il y a Clair Obscur qui est vachement sympa, ou encore Mafia The Whole Country qui est plutôt cool. D'ailleurs, comme tous les mois, il y a un concours pour essayer de gagner le jeu de votre choix en cliquant sur mon lien en description. Alors n'hésitez pas à participer au concours. Bonne chance à vous, et encore merci à Instant Gaming de leur soutien. Pour répondre à notre question, nous devons reprendre depuis le début. Lorsque Dragon Ball s'achève en 1995, le Weekly Shonen Jump perd d'un coup l'une de ses locomotives les plus puissantes. Certes, le magazine est très loin de mourir. À cette époque, on avait des séries comme JoJo Party 4, Slam Dunk, Captain Tsubasa ou encore Kenshi le Vagabond qui attirent un large public. Mais on est loin du niveau d'influence offert par Dragon Ball. Chaque tome d'Akira Toriyama a des ventes estimées à plusieurs millions d'exemplaires et ses chapitres occupaient systématiquement la première place des sondages internes. Pour la Shueisha, l'urgence est claire. Trouver un héritier capable de maintenir ce niveau de frénésie hebdomadaire. Mais la situation est paradoxale. D'un côté, les lecteurs réclament toujours de la baston, de l'autre, le magazine craint la redite trop facile. Alors, les éditeurs multiplient les pilotes et guettent la moindre étincelle d'originalité qui puisse s'additionner à l'efficacité d'un Neketsu classique. Cette période, de 1995 à 1999, se révélera être charnière. Elle verra affluer une nouvelle génération d'auteurs qui ont grandi précisément avec Dragon Ball et qui, plutôt de l'imiter bêtement, voudront offrir leur version du frisson de l'aventure. Résultat, en quelques années, le Jump trouve ce qu'il cherchait, une nouvelle vague de titres capable de rallumer l'étincelle laissée par Toriyama. En 1997, Eiichiro Oda lance One Piece. Il reprend l'énergie des combats de Dragon Ball, met la place dans une épopée maritime où la liberté, plus que la force brute, devient le maître mot. 2 ans plus tard, Masashi Kishimoto commence Naruto, adoptant la courbe d'apprentissage, un univers de ninja hiérarchisé, porté par une idée moderne, celle de la rivalité fraternelle. En 2001, Tite Kubo publie quant à lui les premiers chapitres de Bleach, mélange de folklore shinto, de modernité et de duel à l'épée. Tous 3 déclareront, au fil des interviews, avoir développé leur rêve de faire un manga à travers Dragon Ball. Mais ce n'est que la surface. Entre 2000 et 2006, le manga enchaîne les succès comme Yu-Gi-Oh!, Shaman King, Hikaru no Go, Death Note, Eishi 21, Reborn, Digreman ou encore Gintama. Jamais le catalogue du Jump n'a été aussi dense, aussi populaire et surtout aussi explorable. C'est l'âge d'or du magazine, le Jump est au sommet de sa puissance. Et parmi cette nouvelle génération, 3 titres vont peu à peu s'imposer comme des piliers, 3 mangas régulièrement en tête de sondages de popularité, aux ventes qui grimpent en flèche, et dont les adaptations animées vont propulser le shonen à l'échelle mondiale. Bleach, Naruto et One Piece. Un trio auquel les forums anglais vont même trouver un petit surnom, le Big Three. Le reste appartient à l'histoire. Jusqu'en 2010, le Big Three enchaîne les records et fait exploser les ventes à l'international. Après une baisse progressive des ventes depuis la fin de Dragon Ball, l'arrivée de cette nouvelle génération inverse la tendance. Le Jump frôle à nouveau les 4 millions d'exemplaires hebdomadaires. Signe que la relève est bien là. Même après le déclin de Bleach, Toriko a repris la relève. L'effet a été double. Il a fait du Jump une référence du Neketsu et il a élevé la barre d'exigence commerciale pour toute nouvelle série. Autrement dit, tant qu'existaient ces 3 monstres capables d'écouler chacun plusieurs millions d'exemplaires par volume, le magazine tenant en équilibre. Après un âge d'or, il y a forcément une fin. Et pour le Big Three, cette fin arrive entre 2014 et 2016, lorsque Naruto puis Bleach s'achève, à 2 ans d'intervalle. 2 piliers tombent, laissant One Piece seul à porter l'héritage de toute une génération. Le Jump se retrouve alors une fois de plus face à un défi de taille, relancer une nouvelle dynamique. Et cette fois, les auteurs qui se présentent n'ont pas seulement grandi avec Dragon Ball, mais aussi avec les séries du Big Three. Ils ont été façonnés par Naruto, One Piece et Bleach. Le premier grand espoir à émerger, c'est My Hero Academia, lancé en 2014. Dès ses débuts, le manga de Kohei Horikoshi attire l'attention, au point que Kishimoto réalise une illustration hommage lors du lancement de l'anime. C'est un passage de flambeau symbolique. Un auteur majeur du Big Three salue publiquement l'arrivée d'un prétendant. Peu après,
Black Clover arrive. La série reprend une formule très classique, rivalité amicale, monde de magie, montée en puissance, tout est pensé pour séduire les amateurs de Naruto et Bleach. En soi, le manga ne révolutionne rien, mais il coche toutes les cases d'un Neketsu efficace. Pendant un temps, MHA et Black Clover semblent former les deux têtes d'affiche de cette nouvelle ère post-Big 3. Mais très vite, d'autres titres arrivent à leur tour. AQ, Dr. Stone ou encore The Promised Neverland, qui tranchent avec le Neketsu classique en misant sur la tension psychologique et l'horreur, mais aussi le monstrueux Demon Slayer qui explose littéralement tous les compteurs au Japon. Enfin, il y a Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen, deux séries qui remettent le combat au centre du jeu, mais avec une approche plus violente, plus mature. Jujutsu Kaisen en particulier s'impose comme le mastodonte de cette génération. Son manga se vend bien, son animé cartonne, et certains de ses arcs deviennent instantanément viraux. À ce moment-là, le Jump semble en pleine forme. On a une diversité rare dans le sommaire, une flopée de titres populaires, et un rythme de publication très soutenu. Pour beaucoup, on vit un nouvel âge d'or. Et en un sens, c'est vrai. Mais quelque chose manque. Car, malgré leur succès, aucune de ces œuvres ne réussit à créer une dynamique aussi forte ou aussi durable que celle du Big 3. Pourquoi, vous me direz? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, la durée. La plupart des nouveaux succès s'arrêtent relativement tôt. Demon Slayer se termine après seulement 23 tomes, The Promised Neverland 20, Chainsaw Man 11 pour la première partie avant de quitter le magazine, Food Wars, Dr. Stone, IQ, Black Clover, tous finissent ou entrent en phase finale sans atteindre la longévité de leurs aînés. Les auteurs d'aujourd'hui semblent fatiguer plus vite. Ou peut-être est-ce une volonté de l'éditeur d'éviter les séries trop longues, qui peuvent décourager les nouveaux lecteurs. Ensuite, il y a l'effet de redondance. Le Neketsu est un genre très codifié, et bien qu'on varie l'enrobage, la structure est souvent la même. Héros marginal, entraînement, rivalité, confrontation avec un ennemi supérieur, etc. Ce schéma ne date pas d'hier. Dragon Ball l'a popularisé, et Naruto et One Piece l'ont peaufiné. Aujourd'hui, on parle même Dark Pain ou Dark Marineford pour désigner certains moments de climax narratif qui séparent une œuvre en deux. Genre l'incident de Shibuya dans Jujutsu Kaisen, c'est un arc pain pour beaucoup de lecteurs. Enfin, le contexte. Quand le Big 3 émerge, le manga explose à l'international. Les éditeurs misent tout sur ces titres. Les animés sont massivement diffusés, les fans découvrent le médium avec eux. Aujourd'hui, la situation est très différente. Le manga est partout, tout le temps. Il y a tellement de titres disponibles que se détacher du lot est devenu très difficile, à moins d'un coup de projecteur exceptionnel. Comme l'animé de Demon Slayer, dont la saison 1 a explosé les réseaux sociaux. Pareil pour Jujutsu Kaisen et sa saison 2. Résultat, même les titres les plus populaires ne deviennent pas forcément des classiques au sens historique. Et avec la fin progressive de toutes ces nouvelles séries, on commence à voir le sommaire du Jump se vider. Tous les précédents succès du magazine sont terminés. Black Clover a quitté le magazine principal, Chainsaw Man publie ailleurs, et pendant ce temps, One Piece continue, toujours seul, au sommet. Quelques succès récents comme Sakamoto Days, Kagurabachi, Blue Box ou Akane Banashi, soutenus par Oda lui-même, ont bien débarré. Mais faut bien l'avouer, aucun ne semble nous offrir une claque aussi forte que My Hero Academia à ses débuts. Difficile alors de les imaginer atteindre un jour le niveau d'un Naruto ou d'un Bleach. On vient à se poser la question, existe-t-il encore un Big 3 aujourd'hui? A-t-il seulement déjà existé à nouveau après l'original? Du côté des fans comme des éditeurs, la réponse est tout sauf claire. Pour comprendre, il faut se pencher sur les couvertures du Jump, qui réunissent parfois les personnages des séries en cours lors d'un numéro anniversaire ou d'un changement de saison. Sur ces couvertures, la hiérarchie est visible à l'œil nu. Plus le personnage est gros, plus la série est considérée comme forte dans le classement. C'est un jeu d'équilibre entre popularité réelle, avec les résultats des sondages des lecteurs et des ventes, et la mise en avant éditoriale. Mais c'est surtout ce qui se rapproche le plus d'un Big 3 officiel. Et effectivement, dans environ 80% des cas, on retrouve 3 séries de baston mises en avant. 3 Neketsu, très souvent. On pourrait croire que c'est la preuve d'un nouveau Big 3, vu que c'était déjà le cas au moment de la sérisation de Bleach et Naruto, mais en réalité ça n'a rien de naturel. C'est juste une construction éditoriale, une mise en avant temporaire. Pourquoi? Parce que les séries mises en avant aujourd'hui ne sont quasiment plus des Neketsu. Prenons un exemple récent. Dans ces récentes covers de 2025, on peut voir Blue Box affiché aussi gros que One Piece. Pourtant, Blue Box, c'est un manga de romance et de sport. Rien à voir avec un shonen de baston traditionnel. Il est très bon, très populaire, mais il n'appartient pas du tout au même registre. Il est mis en avant pour une raison simple, il cartonne et occupe systématiquement le podium du magazine. Le Jump ne s'appuie plus sur un trépied figé comme avant, mais sur une rotation de ses meilleurs vendeurs, quels qu'ils soient. Le Big 3 est devenu un label mobile, presque un outil marketing, et ce label, il est d'autant plus biaisé qu'il est systématiquement occupé par One Piece. Toujours au top, toujours aussi influent, toujours promu. Il occupe un trône qu'aucun autre manga n'a su détrôner en 25 ans. Sa présence dans toutes les mises en avant brouille complètement la lecture. C'est vrai, comment construire un nouveau Big 3 si l'un des trois ne change jamais? Le trio d'aujourd'hui, c'est un faux Big 3, qui change selon les semaines, les ventes ou les buzz du moment. Si on veut parler du dernier vrai Big 3 au sens fort, c'est sans doute celui qui s'est formé depuis 2020. One Piece,
My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Ces trois-là ont vraiment incarné une nouvelle vague. Ils représentent à la fois la continuité et la nouveauté. Et non, Black Clover n'en fait pas vraiment partie, malgré ce que certains ont pu penser. À ses débuts, il avait clairement l'ambition de rejoindre le trio, mais au fil du temps, le traitement éditorial a raconté une autre histoire. Le manga a été déplacé dans le Jump Giga, une autre publication de la Shueisha moins prestigieuse, et même avant ça, il était nettement moins mis en avant que Jujutsu Kaisen. Moins de couverture, moins de push marketing, il a longtemps été vu comme un Naruto bis, mais sans réussir à créer le même impact. Aujourd'hui, sur les couvertures récentes, on peut voir des noms comme Sakamoto Days, Ichi the Witch, ou encore Kagurabachi. Plus qu'à voir pour combien de temps. La plupart des poids lourds récents ne tiennent pas plus de 5 à 7 ans. Très loin des quinzaines d'années de publication qu'ont connu leurs aînés. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est toute la mécanique du Jump qui a changé. On ne cherche plus à construire des grosses séries capables de tenir 2 décennies, mais plutôt à lancer fort, frapper vite, quitte à clôturer maladroitement. Ceux qui ont eu la fin de Jujutsu Kaisen savent de quoi je parle. C'est un modèle qui est adapté au lectorat d'aujourd'hui. Plus pressé, plus volatile, plus habitué au binge reading qu'à l'attente hebdomadaire. Et dans ce contexte mouvant, une question logique s'impose pour finir. Est-ce qu'on n'assisterait pas à la fin du règne du Jump ? Pendant que le Weekly Shonen Jump cherche à maintenir son prestige historique, la concurrence, elle, grandit partout ailleurs. À commencer par le Weekly Shonen Magazine de Kodansha, longtemps deuxième sur le marché, mais désormais capable de signer coup sur coup des phénomènes mondiaux. Tokyo Revengers, Blue Lock, Fire Force, ou encore plus récemment, Kashakuta. Après, ce n'est pas nouveau. Des titres hors Jump ont toujours été capables de devenir d'immenses succès. L'Attaque des Titans, publié chez Kodansha, en est la preuve même. Pareil pour Fairy Tail, Full Metal Alchemist, ou encore Frieren. Et pour le lecteur, bah en vrai, c'est pas trop mal, hein. L'offre s'élargit. L'époque où tout se joue dans le Jump est bel et bien révolue. La domination du magazine papier s'effrite d'autant plus vite que les habitudes de consommation basculent vers le numérique. Et sur ce terrain-là, la Shueisha a vu venir le virage. L'éditeur a déporté une partie du buzz sur sa plateforme mobile, Manga Plus. 3 titres que vous connaissez forcément ont d'ailleurs connu un succès monumental. Kaiju numéro 8, de la baston avec des monstres géants, 18 millions d'exemplaires vendus, sans qu'aucun chapitre n'ait été publié en format papier. Dan Dan Dan, pareil. Un mélange d'horreur, de romance et de science-fiction, avec plus de 10 millions de copies en circulation. Et Spy X Family, comédie familiale qui tutoie les 38 millions de volumes sans le moindre schéma Neketsu. Sans oublier la partie 2 de Chainsaw Man et encore pas mal d'autres exclus. Le succès est tel que beaucoup parlent désormais du Big Tree de Manga Plus, une idée avec laquelle joue la communication de l'appli. En clair, la Shueisha ne trompe pas, loin de là. Sa véritable relève stratégique ne se joue plus uniquement dans le papier. Pendant que Tokyo Revengers et Blue Lock pulvérisent les records de tirage physique, eux tester l'avenir en coulisses. Modèle 100% dématérialisé, publication flexible et traduction quasi simultanée pour viser le lectorat international HD+1. Ce déclin du Jump n'est pas forcément une défaite, mais plutôt un déplacement de son centre de gravité. En vérité, si Manga Plus prend autant d'importance pour le Jump, c'est parce qu'il permet de répondre à plusieurs enjeux majeurs. D'abord, il soulage la pression folle du rythme hebdomadaire. Le Weekly Shonen Jump reste basé sur un modèle ultra rigide. Un chapitre chaque semaine, sans pause ou presque. Ce système, hérité des années 80-90, pèse lourd sur les mangaka. Burnout, pause médicale, qualité inégale, même des géants comme Oda, Gege Akutami ou Horikoshi ont montré des signes d'usure. Beaucoup d'auteurs préfèrent donc publier directement sur Manga Plus, qui leur offre plus de liberté de rythme, plus de flexibilité et souvent un meilleur confort de création. Mais ce n'est pas le seul changement. Ce qui a vraiment évolué ces dernières années, c'est la diversité des œuvres que le public consomme. On pourrait croire que les lecteurs se sont détournés du Neketsu ou des shonen classiques, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le Neketsu reste ultra populaire. Ce qui a changé, c'est qu'on consomme aussi autre chose en parallèle, parce que l'offre s'est élargie. Avec les plateformes de streaming comme Crunchyroll ou Netflix, il suffit d'un tweet ou d'un TikTok pour que tu découvres une œuvre complètement différente. Les carnets de l'apothicaire, Frieren, Villain Saga, Oshinoko. Aujourd'hui, ces œuvres ont une visibilité mondiale quasiment instantanée, et elles touchent un public plus large, souvent plus adulte, qui s'est peut-être un peu éloigné des grosses machines à baston. Et ça, forcément, ça change la donne. Parce que la plateforme peut suivre cette demande croissante de diversité beaucoup plus facilement que le magazine papier, qui reste, encore aujourd'hui, un format très codifié et limité. Le Jump papier est encore structuré autour de catégories bien définies, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, avec une place réduite pour l'expérimentation. A l'inverse, Manga Plus peut accueillir des séries courtes, longues, classiques ou expérimentales, avec des rythmes de publication plus souples et aussi, et surtout, une offre beaucoup plus variée. Donc oui, le Jump classique, celui en format papier, avec 15 séries en rotation constante et des plannings infernaux, est en train de mourir. Mais il meurt pour mieux renaître. Il est en train d'évoluer, de s'adapter à une époque où on swipe, on zappe, on binge, et on veut des séries plus courtes, plus
plus intense, avec des propositions visuelles et narratives nouvelles. Manga Plus est une réponse directe à cette nouvelle façon de consommer le manga, à la montée des webtoons et aux scantrad qui explosent partout. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. En France, par exemple, on n'a pas accès à tous les mangas ni à tous les chapitres, à cause des problèmes de droit entre éditeurs nationaux, Shueisha n'ayant pas, à ce jour, de maison d'édition française, contrairement à Viz aux États-Unis. Mais malgré ces limites, Manga Plus est devenu une sorte de laboratoire pour nos maisons d'édition à nous. Ça leur permet d'observer ce qui marche ou pas, et de repérer directement les hits potentiels à exporter. Kagurabashi, par exemple, a explosé sur Manga Plus avant même de sortir en volume relié. Résultat, Kana a sauté sur l'occasion, et le manga est aujourd'hui édité en France, à peine un an après la sortie de son tout premier chapitre. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de la mort du Shonen Jump? Si on parle de cette époque où 3-4 séries écrasaient tout, où des mangas duraient 15 ou 20 ans et devenaient des mythes générationnels, alors oui, c'est clairement la fin d'un cycle. Mais si on parle d'influence, de visibilité, de capacité à lancer des carrières et créer des phénomènes culturels, le Jump est encore là, plus vivant que jamais. Simplement, il a changé de forme. Le futur du shonen ne se trouve peut-être pas dans un seul magazine, mais dans un écosystème. Papier, numérique, Manga Plus, plateforme concurrente, le Jump ne domine plus tout. Il partage la scène avec 2 éditeurs, d'autres formats. Et personnellement, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. L'époque des grands trios semble révolue, remplacée par une diversité de récits, d'ambition et de durée. Le shonen ne meurt pas, il mute, il s'adapte à ses lecteurs, à ses créateurs et à la vitesse d'un monde où tout va plus vite. Le Shonen Jump n'est plus le géant absolu, mais il reste un pilier. Et peut-être que c'est comme ça qu'on dure, pas en écrasant tout, mais en évoluant avec le temps. Et vous, est-ce que vous lisez encore des mangas du Jump? Est-ce que, pour vous, l'âge d'or est vraiment terminé? Ou est-ce qu'un autre est peut-être déjà en train de commencer sous une forme différente? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!